Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui ensemble, nous évoquons encore une fois l'épistolaire et nous allons plus particulièrement nous concentrer sur la correspondance authentique. On parle régulièrement dans les études littéraires de genre épistolaire, comme s'il y avait un seul genre épistolaire, tout comme il y a un seul roman. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. L'épistolaire, c'est vraiment un genre varié et multiple. On l'a dit la dernière fois, on peut distinguer trois tendances dans ce qu'on nommerait le genre épistolaire. Alors, il y a le roman épistolaire, donc, qui est essentiellement fictionnel, la lettre ouverte, qui est authentique, et enfin la correspondance authentique, c'est-à-dire l'échange authentique, véritable de lettres qui passent au stade de littérature lorsqu'on décide de les publier. Donc c'est à la correspondance authentique qu'on va consacrer cette vidéo. Alors quel genre de correspondance authentique vont faire l'objet d'une publication? Quel genre de correspondance véritable sont jugées dignes d'être lues par les autres? Premièrement, il y a des correspondances ayant un intérêt historique. Par exemple, vous connaissez peut-être ce petit livre aux éditions Folio qu'on fait lire souvent au collège qui s'intitule « Paroles de poilus, lettres et carnets du front ». Ce sont des lettres écrites par des poilus, donc des soldats de la Grande Guerre à leur famille, et on les lit surtout pour leur intérêt historique. On pourrait également citer les lettres de Madame de Sévigné, bien qu'elles aient évidemment un grand intérêt littéraire également. Madame de Sévigné, c'est une grande épistolière du XVIIe siècle que vous connaissez probablement. Elle a écrit plus d'1 millier de lettres dans sa vie à sa fille, et ces lettres, aujourd'hui, elles ont été publiées dans leur intégralité. On les étudie beaucoup, non seulement parce que, je l'ai dit, ce sont des beaux objets littéraires, mais aussi parce qu'elles nous apportent un formidable témoignage sur son temps. Donc voilà, première raison de publier des correspondances, l'intérêt historique. Deuxièmement, on peut voir que certaines correspondances d'hommes importants ou d'artistes sont publiées. L'exemple type, c'est les lettres que le peintre Vincent van Gogh adresse à son frère Théo, qui sont souvent publiées sous le titre « Lettres à Théo ». Troisième type de correspondance souvent publiée, ce sont les correspondances d'écrivains. Et alors là, vous en avez beaucoup. Pourquoi? Parce que les écrivains font en général très attention à la langue qu'ils utilisent et il y a une grande valeur littéraire à certaines correspondances d'écrivains. Parmi les correspondances les plus connues, on pourrait citer celle de Flaubert, celle de Victor Hugo, celle de Dos Passos, etc. Puisqu'on en est à parler des correspondances les plus célèbres de la littérature française, il faut noter que de nombreuses correspondances amoureuses font partie de notre patrimoine littéraire. Donc on va les évoquer rapidement ici, on y consacre une vidéo plus tard. Alors, dès le XIIe siècle, il y a la fameuse correspondance d'Héloïse et d'Abélard. Au XVIIIe siècle, pendant les Lumières, le philosophe Denis Diderot entretient une grande correspondance avec Sophie Voland qui fait partie du patrimoine de la littérature amoureuse française. Au XIXe siècle, il y a le fameux échange épistolaire entre George Sand et Alfred de Musset qui sera plus tard publié sous le titre « Le roman de Venise ». Au XIXe siècle, toujours, il y a l'intrigue littéraire, l'intrigue épistolaire entre Gustave Flaubert et Louise Collet, qui est aussi au patrimoine de nos plus grandes œuvres épistolaires. Et puis plus récemment, au XXe siècle, il y a bien sûr les Lettres à loup de Guillaume Apollinaire. Lorsqu'on publie une correspondance authentique, tout comme lorsqu'on lit une correspondance authentique, on s'affronte à un certain problème moral. Est-il moral de publier de manière posthume des correspondances privées, d'une part? Lorsque vous lisez une correspondance privée, le lecteur a la position d'un voyeur. Il lit un texte qui ne lui est pas destiné. Alors, est-ce moral de faire ça d'une part? Mais deuxièmement, est-ce moral, est-ce correct, est-ce pertinent de considérer la correspondance privée d'un auteur, donc des textes qui ne sont pas destinés à la publication, comme une partie intégrante de l'œuvre? Alors ça, c'est un dilemme auquel s'affrontent de nombreux éditeurs, de nombreux lecteurs, mais surtout, avant tout, les écrivains qui écrivent ces lettres. Et ils vont avoir des réactions diverses face au problème. Par exemple, Gustave Flaubert a de nombreuses réticences quant à la publication de sa correspondance. Au cours de sa vie, il a eu de très nombreux correspondants, il écrivait beaucoup, et il leur a demandé de brûler les lettres, de détruire les lettres. Par exemple, il a eu une grande correspondance avec son ami Maxime Ducamp. Toutes ces lettres ont disparu. Du coup, il y a plein de trous biographiques. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé à certaines époques
parce qu'il a pris soin que ces lettres disparaissent. Autre énigme dans la vie de Flaubert, alors je l'ai dit, on connaît cette histoire amoureuse avec Louise Collet, mais finalement avec Louise Collet, il a passé très peu de temps. Si ça a autant d'importance à nos yeux aujourd'hui, c'est parce qu'il a beaucoup écrit à Louise. Or, les biographes se sont rendus compte il y a peu qu'en fait Flaubert avait eu une autre liaison amoureuse d'importance plus tard dans sa vie avec une gouvernante anglaise du nom de Juliette Herbert. Il y a eu une correspondance avec Juliette, mais elle a disparu. Donc voilà, Gustave Flaubert, c'est l'exemple type de l'écrivain qui a des réticences quant à la publication de sa correspondance. Au contraire, certains auteurs anticipent la publication de leur correspondance. C'est le cas par exemple de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, donc au XXe siècle, connaît l'importance de l'épistolaire et des correspondances authentiques dans la littérature française. Alors il sait que ces lettres vont être publiées. Et cette anticipation de la publication, on en a la preuve dans le recueil Lettres au castor, qui a été publié de manière posthume par sa compagne Simone de Beauvoir. Dans certaines de ces lettres, on voit qu'il anticipe la publication de sa correspondance privée. Autre question, les correspondances publiées sont-elles toujours polyphoniques? L'échange de lettres est-il toujours restitué dans son intégralité? Eh bien non, pas toujours. En fait, cela correspond surtout à un choix de l'éditeur. Dans certains cas, l'éditeur va penser que les réponses aux lettres ne sont pas forcément dignes d'intérêt. C'est le cas par exemple dans Les Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Alors ce poète de langue allemande écrit de nombreuses lettres à un autre poète, mais dans la plupart des éditions, vous n'aurez que les lettres de Maria Rilke, vous n'auriez pas les réponses parce qu'elles n'ont pas vraiment de valeur littéraire. Mais il y a également des correspondances qui sont publiées avec beaucoup de polyphonie. C'est le cas par exemple du roman de Venise dont on a déjà parlé. Alors le roman de Venise est célèbre parce que c'est l'échange des lettres amoureuses entre Sand et Musset, mais l'éditeur, donc dans notre cas Actes Sud en 1999, va aussi faire intervenir de nombreuses lettres d'autres correspondants. Par exemple, il y aura des lettres de Balzac, il y aura des lettres de la mère de Musset, il y aura des lettres de l'éditeur de George Sand. Donc les correspondances authentiques qui sont publiées peuvent être monodiques, donc un seul dessinateur, ou au contraire tout à fait polyphoniques. Tout dernier point qui nous concerne de près, pourquoi lire une correspondance privée? Alors premièrement, par intérêt historique ou biographique. Par exemple, je l'ai dit, biographiquement, c'est passionnant de lire la correspondance de Flaubert, on apprend de nombreux éléments sur sa vie. On peut aussi vouloir lire une correspondance privée par intérêt littéraire ou stylistique. Je l'avais aussi évoqué par rapport à Madame de Sévigné. Mais enfin, c'est également amusant, entre guillemets, pour nous, lecteurs, de nous confronter à une correspondance authentique parce que notre rapport au texte change. Si vous voulez, quand vous lisez un roman, vous lisez un produit littéraire qui a été fait pour vous, pour votre lecture. Lorsque vous lisez une lettre authentique, une correspondance privée, votre statut de lecteur change d'un côté, il évolue, puisque vous êtes vraiment dans une position de voyeur. C'est aussi quelque chose qu'il faut voir lorsque vous étudiez une lettre issue d'une correspondance authentique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos que nous consacrons à l'épistolaire et à très bientôt sur DigiSchool.